Les études universitaires dans le domaine des lettres ne conduisent, comme on le sait, à peu près à rien. Sinon, pour les étudiants les plus doués à une carrière d'enseignement universitaire dans le domaine des lettres, on a en somme la situation plus cocasse d'un système n'ayant d'autre objectif que sa propre reproduction, assortie d'un taux de déchets supérieur à 95%. Elles ne sont cependant pas nuisibles et peuvent même présenter une utilité marginale. Une jeune fille postulant à un emploi de vendeuse chez Céline ou chez Hermès devra naturellement et en tout premier lieu soigner sa présentation. Mais une licence ou un master de lettres modernes pourra constituer un atout secondaire garantissant à l'employeur, à défaut de compétences utilisables, une certaine agilité intellectuelle laissant présager la possibilité d'une évolution de carrière. La littérature, en outre, étant depuis toujours assortie d'une connotation positive dans le domaine de l'industrie du luxe. J'avais pour ma part conscience de faire partie de la minime frange des étudiants les plus doués. J'avais écrit une bonne thèse, je le savais, et je m'attendais à une mention honorable. Je fus quand même agréablement surpris par les félicitations du jury à l'unanimité, et surtout lorsque je découvris mon rapport de thèse, qui était excellent, presque dithyrambique. J'avais dès lors de bonnes chances d'être qualifié, si je le souhaitais, au titre de maître de conférence. Ma vie en somme continuait, par son uniformité et sa platitude prévisible, à ressembler à celle de Huysmans un siècle et demi plus tôt. J'avais passé les premières années de ma vie d'adulte dans une université. J'y passerai probablement les dernières, et peut-être dans la même, tel ne fut en réalité pas exactement le cas. J'avais obtenu mes diplômes à l'université de Paris 4, Sorbonne, et je fus nommé à celle de Paris 3, un peu moins prestigieuse, mais située elle aussi dans le 5e arrondissement, à quelques centaines de mètres de distance. Je n'avais jamais eu la moindre vocation pour l'enseignement, et 15 ans plus tard, ma carrière n'avait fait que confirmer cette absence de vocation initiale. Quelques cours particuliers donnés dans l'espoir d'améliorer mon niveau de vie m'avaient très tôt convaincu que la transmission du savoir était la plupart du temps impossible. La diversité des intelligences, extrême, et que rien ne pouvait supprimer ni même atténuer cette inégalité fondamentale. Peut-être plus grave encore, je n'aimais pas les jeunes, et je ne les avais jamais aimés, même du temps où je pouvais être considéré comme faisant partie de leur rang. L'idée de jeunesse impliquait, me semblait-il, un certain enthousiasme à l'égard de la vie, ou peut-être une certaine révolte, le tout accompagné d'une au moins vague sensation de supériorité par rapport à la génération que l'on était appelé à remplacer. Je n'avais jamais en moi rien ressenti de semblable. J'avais pourtant eu des amis du temps de ma jeunesse, ou plus exactement, il y avait eu certains condisciples avec lesquels je pouvais envisager, sans dégoût, d'aller boire un café ou une bière à l'intercours. Surtout, j'avais eu des maîtresses, ou plutôt, comme on le disait à l'époque et comme on le disait peut-être encore, j'avais eu des copines, à raison d'à peu près une par an. Ces relations amoureuses se déroulèrent suivant un schéma relativement immuable. Elles prenaient naissance en début d'année universitaire à l'occasion d'un TD, d'un échange de notes de cours, enfin d'une de ces multiples occasions de socialisation si fréquentes dans la vie de l'étudiant et dont la disparition consécutive à l'entrée dans la vie professionnelle plonge la plupart des êtres humains dans une solitude aussi stupéfiante que radicale. Elles suivaient leurs cours tout au long de l'année, les nuits étaient passées chez l'un ou chez l'autre, enfin surtout chez elles. L'ambiance glauque, voire insalubre de ma chambre se prêtait quand même mal à des rendez-vous galants. Des actes sexuels avaient lieu, à une satisfaction que je me plais à imaginer mutuelle. À l'issue des vacances d'été, au début donc de la nouvelle année universitaire, la relation prenait fin, presque toujours à l'initiative des filles. Elles avaient vécu quelque chose au cours de l'été, telle était l'explication qu'elles me donnaient, le plus souvent sans précision complémentaire. Certaines, moins soucieuses sans doute de me ménager, me précisaient qu'elles avaient rencontré quelqu'un. Oui, et alors, moi aussi j'étais quelqu'un. Avec le recul,
Ces explications factuelles me paraissaient insuffisantes. Elles avaient effectivement, je ne le nie pas, rencontré quelqu'un, mais ce qui leur avait fait attribuer à cette rencontre un poids suffisant pour interrompre notre relation et pour s'engager dans une relation nouvelle n'était que l'application de modèles de comportement amoureux puissants mais implicites, et d'autant plus puissants qu'ils demeuraient implicites. Selon le modèle amoureux prévalant durant les années de ma jeunesse, et rien ne me laissait penser que les choses aient significativement changé, les jeunes gens, après une brève période de vagabondage sexuel correspondant à la préadolescence, étaient supposés s'engager dans des relations amoureuses exclusives, assorties d'une monogamie stricte, où entraient en jeu les activités non seulement sexuelles, mais aussi sociales. Sorties, week-ends, vacances. Ces relations n'avaient cependant rien de définitif, mais devaient être considérées comme autant d'apprentissage de la relation amoureuse, en quelque sorte comme des stages, dont la pratique se généralisait par ailleurs sur le plan professionnel en tant que préalable au premier emploi. Des relations amoureuses de durée variable, la durée d'un an que j'avais pour ma part observée pouvant être considérée comme acceptable, en nombre variable, une moyenne de 10 à 20 apparaissant comme une approximation raisonnable, était censée se succéder avant d'aboutir comme une apothéose à la relation ultime, celle qui aurait cette fois un caractère conjugal et définitif et conduirait, via l'engendrement d'enfants, à la constitution d'une famille. La parfaite inanité de ce schéma ne devait m'apparaître que beaucoup plus tard, assez récemment en fait, lorsque j'eus l'occasion, à quelques semaines d'intervalle, de rencontrer par hasard Aurélie, puis Sandra, mais j'en suis persuadé, la rencontre de Chloé ou de Violaine n'aurait pas sensiblement modifié mes conclusions. Dès que j'arrivai dans le restaurant basque où j'avais invité Aurélie à dîner, je compris que j'allais passer une soirée sinistre. Malgré les 2 bouteilles d'Iroulégui blanc que je fus à peu près le seul à boire, j'éprouvai des difficultés croissantes qui devinrent vite insurmontables à maintenir un niveau raisonnable de communication chaleureuse. Sans que je parvienne vraiment à me l'expliquer, il me parut tout de suite indélicat et presque impensable d'évoquer des souvenirs communs. Quant au présent, il était évident qu'Aurélie n'avait nullement réussi à s'engager dans une relation conjugale, que les aventures occasionnelles lui causaient un dégoût croissant, que sa vie sentimentale, en résumé, s'acheminait vers un désastre irrémédiable et complet. Elle avait essayé pourtant, au moins une fois, je le compris à différents indices, et ne s'était pas remise de cet échec. L'amertume et l'aigreur avec lesquelles elle évoquait ses collègues masculins, nous en étions venus, faute de mieux, à parler de sa vie professionnelle. Elle était chargée de communication au syndicat interprofessionnel des vins de Bordeaux et voyageait par conséquent beaucoup, en particulier en Asie, pour promouvoir les crus français, révélait avec une cruelle évidence qu'elle avait pas mal morflé. Je fus surpris lorsqu'elle m'invita cependant, juste avant de sortir du taxi, à boire un dernier verre. Elle est vraiment au bout du rouleau, me dis-je. Je savais déjà au moment où les portes de l'ascenseur se refermèrent sur nous qu'il ne se passerait rien. Je n'avais même pas envie de la voir nue. J'aurais préféré éviter cela. Cela se produisit pourtant et ne fit que confirmer ce que je pressentais déjà. Ce n'est pas seulement sur le plan émotionnel qu'elle avait morflé. Son corps avait subi des dommages irréparables. Ses fesses et ses seins n'étaient plus que des surfaces de chair amaigries, réduites, flasques et pendantes. Elle ne pouvait plus, ne pourrait jamais plus être considérée comme un objet de désir. Mon repas avec Sandra se déroula à peu près suivant le même schéma, aux variations individuelles près, restaurant de fruits de mer, emploi de secrétaire de direction dans une multinationale pharmaceutique. Et sa terminaison fut un gros identique, à ceci près que Sandra, plus rebondie et plus joviale qu'Aurélie, me laissa sur une impression de déréliction moins profonde. Sa tristesse était grande, elle était irrémédiable, et je savais qu'elle finirait par recouvrir tout. Comme Aurélie, elle n'était au fond qu'un oiseau mazouté, mais elle avait gardé, si je puis m'exprimer ainsi, une capacité supérieure à agiter ses ailes. Dans un an ou deux, elle aurait laissé de côté toute ambition matrimoniale. Sa sensualité non parfaitement éteinte la pousserait à rechercher la compagnie de jeunes gens.
elle deviendrait ce qu'on appelait dans ma jeunesse une cougar. Et cela durerait sans doute quelques années, une dizaine dans le meilleur des cas, avant que l'affaissement cette fois rédhibitoire de ses chairs ne la conduise à une solitude définitive. J'aurais pu, du temps de mes 20 ans, du temps où je bandais sous n'importe quel prétexte et parfois même sans raison, où je bandais en quelque sorte dans le vide, être tenté par une relation de ce genre, à la fois plus satisfaisante et plus lucrative que mes cours particuliers. Je pense que j'aurais pu à l'époque assurer. Mais maintenant, bien entendu, il ne pouvait plus en être question. Mes érections plus rares et plus hasardeuses demandaient des corps fermes, souples et sans défaut. Ma propre vie sexuelle, les premières années qui suivirent ma nomination au poste de maître de conférence à l'Université de Paris 3, Sorbonne, ne connut pas d'évolution notable. Je continuais, année après année, à coucher avec des étudiantes de la fac. Et le fait que j'étais par rapport à elles en position d'enseignant n'y changeait pas grand-chose. La différence d'âge entre moi et ces étudiantes était quoi qu'il en soit au début assez mince. Et ce n'est que peu à peu qu'une dimension de transgression vint s'introduire, liée davantage à l'évolution de mon statut universitaire qu'à mon vieillissement réel ou même apparent. Je bénéficie en somme pleinement de cette inégalité de base qui veut que le vieillissement chez l'homme n'altère que très lentement son potentiel érotique, alors que chez la femme, l'effondrement se produit avec une brutalité stupéfiante, en quelques années, parfois en quelques mois. La seule vraie indifférence par rapport à mes années d'étudiant, c'est que c'était en général moi maintenant qui mettais fin à la relation en début d'année universitaire. Je ne le faisais nullement par donjuanisme, ni par désir d'un libertinage effréné. Contrairement à mon collègue Steve, chargé avec moi de l'enseignement de la littérature du 19e siècle aux premières et deuxièmes années, je ne me précipitais pas avec avidité dès le premier jour de la rentrée pour observer les nouveaux arrivages, des étudiantes de première année avec ses sweatshirts, ses baskets Converse et son look vaguement californien. Il me faisait à chaque fois penser à Thierry Lhermitte dans Les Bronzés lorsqu'il sort de sa case pour assister à l'arrivée au club des estivantes de la semaine. Si j'interrompais mes relations avec ces jeunes filles, c'était plutôt sous l'effet d'un découragement, d'une lassitude. Je ne me sentais plus réellement en état d'entretenir une relation amoureuse et je souhaitais éviter toute déception, toute désillusion. Je changeais d'avis en cours d'année universitaire sous l'influence de facteurs externes et très anecdotiques, en général une jupe courte. Et puis, cela aussi s'interrompit. J'avais fait mes adieux à Myriam fin septembre. Nous étions déjà mi-avril. L'année universitaire approchait de son terme et je ne l'avais toujours pas remplacée. J'avais été nommé professeur des universités. Ma carrière académique atteignait là une sorte d'accomplissement, mais je ne pensais pas que l'on puisse réellement établir de rapport. C'est par contre peu de temps après ma séparation d'avec Myriam que je rencontrai Aurélie, puis Sandra, et il y avait là une connexion troublante et déplaisante et inconfortable. Parce que je dus m'en rendre compte en y repensant au fil des jours, nous étions beaucoup plus proches que nous ne l'imaginions, mes ex et moi. Les relations sexuelles épisodiques non inscrites dans une perspective de couple durable avaient fini par nous inspirer un sentiment de désillusion comparable. Je ne pouvais, contrairement à elle, m'en ouvrir à personne, car les conversations sur la vie intime ne font pas partie des sujets considérés comme admissibles dans la société des hommes. Ils parleront de politique, de littérature, de marché financier ou de sport, conformément à leur nature. Sur leur vie amoureuse, ils garderont le silence, et cela jusqu'à leur dernier souffle. Étais-je vieillissant victime d'une sorte d'andropause? Cela aurait pu se soutenir, et je décidai pour en avoir le cœur net de passer mes soirées sur YouPorn, devenu au fil des années un site porno de référence. Le résultat fut, d'entrée de jeu, extrêmement rassurant. YouPorn répondait aux fantasmes des hommes normaux, répartis à la surface de la planète, et j'étais, cela se confirma dès les premières minutes, un homme d'une normalité absolue. Ce n'était après tout pas évident. J'avais consacré une grande partie de ma vie à l'étude d'un auteur souvent considéré comme une sorte de décadent, dont la sexualité n'était de ce fait pas un sujet très clair. Eh bien, je sortis tout à fait rasséréné de l'épreuve. Ces vidéos tantôt magnifiques, tournées avec une équipe de Los Angeles,
Il y avait une équipe, un éclairagiste, des machinistes et des cadreurs, tantôt minables mais vintage, les amateurs allemands, reposaient sur quelques scénarios identiques et agréables. Dans l'un des plus répandus, un homme, jeune, vieux, les deux versions existaient, laissait sottement dormir son pénis au fond d'un caleçon ou d'un short. Deux jeunes femmes de race variable s'avisaient de cette incongruité et n'avaient dès lors de cesse de libérer l'organe de son abri temporaire. Elles lui prodiguaient pour le livrer les plus affolantes agaceries, le tout étant perpétré dans un esprit d'amitié et de complicité féminine. Le pénis passait d'une bouche à l'autre, les langues se croisaient comme se croisent les vols des hirondelles, légèrement inquiètes, dans le ciel sombre du sud de la Seine-et-Marne, alors qu'elles s'apprêtent à quitter l'Europe pour leur pèlerinage d'hiver. L'homme, anéanti par cette assomption, ne prononçait que de faibles paroles. Épouvantablement faibles chez les Français. Oh putain, je jouis. Voilà à peu près ce qu'on pouvait attendre d'un peuple régicide. Plus belle et plus intense chez les Américains. Oh my God, oh Jesus Christ. Témoin exigeant, chez qui elle semblait une injonction à ne pas négliger les dons de Dieu. Les fellations, le poulet rôti. Quoi qu'il en soit, je bandais. Moi aussi, derrière mon écran iMac 27 pouces. Tout allait donc pour le mieux.